Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV et je reçois aujourd'hui Franck Ribuot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Franck Ribuot, vous êtes directeur général de Vitalliance. Totalement, depuis 1 an. Voilà, acteur majeur du secteur de l'aide à domicile en France. Vous employez à peu près 8000 auxiliaires de vie. On va en parler de ce secteur ô combien essentiel, de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées. Tout à fait. Mais on va d'abord parler de vous, c'est un peu le principe de l'émission. Tiens, qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Une carrière qui a déjà commencé beaucoup à l'international, puisque j'ai passé 29 ans de ma vie à l'étranger, donc 26 ans en Asie. Je suis rentré en France il y a 5 ans, au moment du Covid. Le meilleur moment pour rentrer dans notre beau pays, en 2020, oui. Le jour du confinement. Ça a été compliqué. C'était le jour du confinement. J'ai atterri le jour où on s'est fait enfermer. Donc ça a été un bon onboarding pour la France, un bon retour. Donc beaucoup de fibres vis-à-vis de l'étranger, beaucoup de fibres dans le social et dans l'humain, puisque l'ensemble de ma carrière a été fait dans des domaines qui ont été des domaines RH ou d'assistance au moment les plus importants de la vie des personnes, que ce soit leur déménagement, une mobilité internationale, une restructuration, une perte d'emploi, et puis la recherche de l'emploi de manière générale. Ouais. Et puis aujourd'hui, les gens en situation de dépendance et surtout, puisqu'on a une grosse connotation quand même sur le handicap, donc on fait à peu près 70% de notre activité dans le monde du handicap aujourd'hui. On va en parler. Ça vous venait d'où C'était vraiment une envie pour vous d'avoir du sens, d'accompagner Oui, depuis ma plus tendre jeunesse et depuis mes premiers assessments de personnalité, c'est toujours ressorti comme étant une fibre très importante de ce que je voulais faire. Je crois que le métier qui m'avait été proposé quand j'avais fait mes premiers assessments était soit assistante sociale, soit prêtre. Ah oui. Donc voilà, toujours tourné vers l'humain. Il s'est trouvé que je n'ai pas été prêtre et donc pas assistante sociale, mais je me suis retourné pour le coup dans le monde des RH. Et j'ai vu aussi que vous dites que ce sont aussi les autres qui vous ont porté dans votre vie, dans votre carrière. De quelle manière? C'est pas vous qui avez, j'allais dire, ça n'a pas été un combat pour vous? Ah non, pas du tout. Je me suis toujours appuyé sur l'envie des autres en fait pour réussir à les faire réussir. Et je crois que c'est pour beaucoup de leaders, c'est ce qui nous motive le matin, c'est de se dire est-ce que quand je vais me retourner et que je vais regarder en arrière l'année ou les 2 années ou les 10 ans que j'ai passé, est-ce que j'ai pu faire grandir avec moi ou même devant moi tout un tas de gens, et ce seront pour le coup plein de fierté qui font que notre carrière aura été réussie ou non. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Vous nous le disiez, vous avez fait 25 ans en Asie, 30 ans à l'étranger quasiment. C'est ça, oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi? Quel a été votre regard quand vous êtes revenu en France? Déjà, une conception du temps qui est un petit peu différente de ce que peuvent être des conceptions de temps dans les mondes occidentaux. J'ai une vision plutôt long terme ou moyen terme de comment on prend des décisions, quels impacts ils ont. J'ai beaucoup réfléchi sur la valeur de l'humain, puisque j'ai eu l'occasion d'aller passer beaucoup de temps en Inde et en Chine, où il y a énormément de population, et donc voir comment en fait ces interactions pouvaient vivre entre elles, et comment des populations avec des backgrounds différents, avec des cultures différentes, avec des religions différentes pouvaient vivre ensemble et en harmonie. Donc ça m'a donné plein de bonnes choses pour revenir ici et pour donner à mes compatriotes, puisque à l'origine je suis quand même français, un peu de dose de calme sur tout un tas de débats qu'on a aujourd'hui. D'expérience qui fonctionne. La France a un besoin en la matière, vous pensez, sur le vivre ensemble, sur comment intégrer des cultures différentes? Moi, ça fait 5 ans que je suis là. Je dis à tout le monde qu'on a une énorme chance d'être ici. On a un pays qui est fantastique, avec des gens qui sont largement plus fantastiques que l'image qu'on en donne quand on est à l'étranger, puisque moi j'ai vu les Français. Négatif aussi. Donc moi j'avais une appréhension en fait de revenir dans mon propre pays en me disant ça fait 29 ans, je ne les ai pas pratiqués, je ne sais pas comment ils réagissent, est-ce qu'ils ont envie de travailler, est-ce qu'ils ont envie d'être bien, etc. Et en fait on a plein de ressources. On a plein de gens qui sont vraiment très positifs, mais qui sont un peu noyés dans un brouhaha qui, lui, n'est pas toujours aussi positif. Oui, c'est le contexte qui est plutôt négatif. Vous disiez que vous meniez des politiques à long terme et moyen terme. Ce n'est pas le cas. C'est possible en France aujourd'hui, ça? Je pense que c'est possible. J'ai eu la chance d'être dans une société qui était listée. Avant, j'ai toujours été dans une société listée, mais mon expérience précédente étant donc président du groupe Randstad, on était donc une société listée, et on peut se dire qu'une société listée a des
des impératifs à 3 mois qui sont des cycles boursiers, on va dire. Et j'avais la chance d'être dans une société qui avait des visions à 3 ans. Donc on faisait des vrais plans de développement sur 3 ans. Donc on peut prendre le temps quand on le veut, mais c'est aussi possible parce que notre fondateur était encore actionnaire, pas majoritaire, mais principal dans le bloc. Et donc ça nous donnait un petit peu plus de temps. Et aujourd'hui, chez Vitalliance, notre actionnariat est privé, donc du coup, ça nous donne le temps de vraiment voir et de prendre des décisions sur le moyen long terme. Malgré l'incertitude politique Malgré l'incertitude, parce que si on ne prenait des décisions que sur la base de l'incertitude aujourd'hui, ben on ne ferait rien, puisque les enjeux de notre secteur, et je pense qu'on en reparlera, c'est la formation des gens, la montée en compétences. Et tout ça, on ne peut pas le faire en attendant des décisions sur le financement de la formation, par exemple, qui vont peut-être changer dans 2 ou 3 semaines. Il faut prendre des engagements qui vont nous engager pour le coup sur 12 mois, 13 mois et plus. Donc on apprend finalement à faire par soi-même et à ne plus compter sur les politiques gouvernementales pour avancer en fait. Oui, on compte sur les politiques gouvernementales et honnêtement, je pense qu'on a de vraies valeurs et des gens de vraies valeurs dans tous les départements qu'on rencontre. Ils comprennent les problématiques. On a aussi une problématique de budget. Et donc oui, il y a des fois des décisions qui sont compliquées à prendre et des arbitrages à faire. Et nous, il faut qu'on arrive à passer outre ça pour avoir, remplir notre mission et deux, prendre des décisions qui nous permettent d'avancer, sinon on ne bouge plus. Bien sûr. Vitalliance conçoit des accompagnements pour, vous l'avez dit, pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées également. C'est un secteur qui est demandeur, hein. La population vieillit. Et qui a été mis à France Travail dans les métiers à forte tension il y a 2 mois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et ce sont des métiers peu valorisés. Comment est-ce qu'on arrive à donner une meilleure image, à attirer des talents qui sont nécessaires en tout cas, hein, pour pouvoir bien accompagner, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, ces personnes-là. C'est tout le challenge du secteur. Alors bien sûr, il y a plusieurs modes d'intermédiation. Il y a un mode qu'on appelle mandataire, qui serait l'équivalent pour des gens qui ne connaissent pas à du freelance. Donc vous êtes un individuel, vous prenez en contrat quelqu'un en direct. Et puis il y a des modes prestataires comme les nôtres, où c'est nous qui employons la personne et qui la mettons à disposition pour faire le travail. Le salaire est un élément qui est hyper important et qui fait que, de par la dureté du travail et le salaire qui peut être faible en face, on a du turnover qui va être, je veux dire, à peu près naturel, mais qui n'est pas constant partout en France, qui change en fonction des régions et en fonction des opportunités qui sont disponibles. Il faut vraiment que nous, on travaille sur tout l'ensemble de la qualité de vie au travail autour de ça, puisque le levier salarial n'est pas toujours possible. On peut jouer sur un certain nombre de primes qu'on donne sur la difficulté de mission. L'aménagement du temps de travail. Le nombre de kilomètres, combien d'heures je peux vous donner dans un secteur qui est le plus proche. Donc, essayer d'affiner un petit peu nos politiques de planning et de planification sont hyper importants. Et après, toutes les autres choses qu'on peut faire, la considération et autres. Oui. On recrute, est-ce que c'est un secteur où l'on recrute à proximité, puisque les personnes doivent être sur le lieu de travail des personnes qui en ont besoin. Donc, comment ça se passe? Du coup, ça ouvre à la diversité. Comment ça se passe? Pour la qualité de vie au travail de nos employés, mais aussi pour notre propre bien économique, puisque des kilomètres payés, c'est aussi quelque chose qui sort de notre compte de résultats et on n'a pas toujours les moyens de le faire. Il est totalement dans notre but d'avoir des gens qui sont recrutés localement. Vous parliez de diversité. La diversité, c'est quelque chose qui est inné en fait dans notre métier. Il y a aussi l'immigration qui travaille beaucoup. On a l'ensemble de la population qui est représentée dans notre travail et dans nos employés. Donc la diversité, par nature et par le biais du secteur dans lequel on est, quelque chose de complètement naturel qui ne rentre même pas en question en fait dans nos débats en interne. Un métier très féminisé? Oui. Alors, je n'ai pas de pourcentage exact. Alors, souvent, c'est le contraire, mais là, pour le coup... Moi, je pense que c'est trop féminisé, mais c'est assez intéressant puisque les bénéficiaires sont aussi des fois pas mal réfractaires à avoir des hommes. Ah oui, c'est vrai que... Quand je suis une femme, je ne suis pas toujours à l'aise d'avoir un homme qui s'occupe de moi. Et quand je suis un homme, je préfère des fois avoir des femmes qui s'occupent de moi. Donc, on passe pas mal de temps à éduquer, n'est pas le bon mot, mais à sensibiliser nos bénéficiaires sur le fait qu'en fait, une personne qui a les bonnes compétences est plus importante que c'est une femme ou autre. Bien sûr, bien sûr. Vous parliez de recruter la bonne personne pour la personne, mais en fait, il y a aussi du turnover. Quels seraient selon vous les
les leviers actionnés pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées et les personnes en situation de handicap? Déjà, bien comprendre le besoin. La compréhension du besoin est quelque chose d'hyper important. Notre capacité à pouvoir former nos accompagnateurs sur les types précis de handicap que nos bénéficiaires reçoivent est quelque chose d'hyper important. Quand on a quelqu'un en maladie de Charcot, qui a une maladie de Charcot, est-ce que nous, on est capable d'avoir en face de lui quelqu'un qui comprend en fait ce que c'est que cette maladie? Quels sont les gestes à faire en cas de crise? Parce que quand on traite des situations de handicap, on peut passer d'une situation totalement normale, entre guillemets, à une situation très compliquée en l'espace de 5 secondes. Donc, quelle est la capacité de réaction qu'on peut avoir? Et ça passe par de la formation, de la communication avec les aidants. On parle très souvent des sociétés comme les nôtres, mais moi je tire un grand coup de chapeau aux aidants, parce qu'en fait, c'est eux qui portent quand même le plus lourd du travail à faire. C'est eux qui sont nos contacts au quotidien. C'est eux qui ont une vie parfois très compliquée. Et nous, on est là en fait pour les aider. Il n'y a pas de statut véritablement de l'aidant, mais ça c'est un autre sujet. Oui, il y a un statut de l'aidant, mais il faut qu'on fasse plus, même nous, en tant que société dans le secteur, pour les aider à monter en compétences, pour les aider à mieux communiquer. Il faut qu'on ait des outils digitaux qui leur permettent de bien savoir comment ça se passe. Et personnellement, à chaque fois que je revois que des fois ils sont un peu en perte de souffle, j'essaie de les booster parce que franchement, sans eux, on n'y arrivera pas. Mais ils sont centraux même pour le bon déroulement du travail de vos collaborateurs. Complètement. La question d'un étudiant de l'IFPAS à présent, si vous le voulez bien. IFPAS leader dans la formation en assurance, c'est juste après le jingle. La question de l'IFPAS, Franck Ribio, vous l'avez choisie, c'est celle-ci. Je suis diplômée cette année. Quel conseil vous me donneriez, en tout cas, pour bien commencer ma vie professionnelle? Mon premier conseil, qui est peut-être un conseil bizarre en ces temps, c'est de prendre son temps. Parce que je pense que le premier emploi est un emploi qui définit potentiellement l'ensemble de sa carrière. Donc, trouver le bon fit en termes de quel est le métier et le secteur dans lequel on veut aller. Et après, bien sûr, si on peut trouver la bonne société avec qui on peut travailler, mais ça, on va le découvrir en y étant. Mais au moins choisir quel est le type de métier qu'on veut et quel est le secteur. Ça, c'est compliqué quand on est jeune. C'est vrai que souvent, on n'a pas encore une idée bien précise. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, selon vous, en les faisant découvrir plus tôt à l'école, etc. Oui, je pense qu'il y a ça. Moi, j'ai, par exemple, bénéficié beaucoup de ma vie associative. Pendant que j'étais à l'école, j'ai rencontré énormément d'entreprises pendant le temps où j'étais à l'université. Donc, du coup, je suis rentré dans le monde du travail. Pas nécessairement en sachant quel type de métier je voulais faire. Par contre, je savais quelles étaient mes qualités, mes forces et dans quel secteur je ne voulais pas aller. Donc, prendre son temps, c'est bien, mais quand on doit faire un stage, etc., il faut parfois aller vite, parce que c'est ce que demandent souvent les écoles. Oui, mais en essayant de prendre tous les contacts qu'on a pendant ces stages, justement, et de ne pas rester réservé dans son coin et d'aller poser des questions à plein de gens qui travaillent dans l'entreprise et profiter de ça pour faire du networking à un jeune âge. Mais ça nous permet en fait de nous former un petit peu, de nous former les idées. Et vraiment, les gens sont très volontaires à vous donner plein d'informations, surtout avec des jeunes, donc il faut en profiter. Ils sont à l'écoute. On n'ose pas forcément, il faut oser. Voilà. Il faut oser. Oser questionner. Merci beaucoup. On va passer à la question de Toscaloop, à présent l'accélérateur de stratégie sociale, juste après le jingle. La question de Toscaloop. Comment est-ce que vous embarquez vos équipes dans votre engagement social et sociétal? Par beaucoup de communication. Ça commence par un roadshow qu'on fait une fois par an. Ça fait 1 an que je suis dans l'entreprise, mais j'ai fait mon premier roadshow cette année. Donc on a rencontré tous les employés pour pouvoir justement discuter de notre raison d'être et les faire travailler sur comment eux peuvent jouer. Donc c'était pas juste du top-down, c'était vraiment allez-y, comment vous pouvez être un instrument et vous-même des acteurs en fait de notre raison d'être. Et après, énormément de communication. Je fais des vidéos en interne tous les 15 jours pour communiquer ce qu'on fait. Je raccroche l'ensemble de nos activités et de nos décisions sur notre raison d'être en leur expliquant pourquoi on a pris cette décision et comment elle est reliée en fait avec ce qu'on essaie de faire pour essayer de donner du sens au travail qu'ils font tous les jours. Et je pense qu'il y a un élément qu'il faut qu'on fasse tous, c'est remercier aussi tout le temps les gens qui travaillent avec nous parce que franchement, on dit oui, ils sont salariés, on leur paye un salaire, mais le remerciement et la capacité à pouvoir leur dire qu'ils font un travail qui est bien et qui est bien fait, oui, c'est un métier qui demande de la reconnaissance aussi, qui est trop
trop peu reconnu, on l'a beaucoup entendu aussi. Hein. Complètement. Donc je leur dis toujours merci. Quand je les vois, je leur dis merci parce que sans vous, on ne pourrait rien faire. Donc, ça fait plaisir et c'est gratuit. Merci. Ouais, exactement. Merci. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez pouvoir poser, interpeller peut-être les femmes et les hommes qui nous gouvernent. La question de l'hémicycle dans 2 secondes. La question de l'hémicycle. Franck Ribot, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos politiques? Pousser un coup de gueule, passer un message, poser des questions. C'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes, ce sera face caméra. Face caméra, voilà. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un taux socle, qui est donc le taux payé à l'heure pour faire les prestations, qui soit au niveau au moins de ce qu'il est dans le reste de l'Europe et qui sera une bonne reconnaissance du travail fait par nos auxiliaires de vie. Voilà. Rappelez-nous les chiffres. 24,58 € aujourd'hui pour payer les salaires et les charges et le fonctionnement de l'entreprise, donc ce qui n'est pas beaucoup. Et le niveau européen? La target sera à peu près 32. Oui, d'accord, donc il y a quand même un écart important, hein. Ouais. C'est comme chez les soignants. Et 32, ce n'est pas le top. Hein, voilà. Très bien, le message entendu, merci beaucoup. Merci pour votre participation à notre émission. Merci beaucoup. Merci pour vos engagements, merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.